Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et je vous souhaite au nom de cette édition de la salle de conférence Michel Soukal la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à cette visioconférence sur le thème d'écrire, d'écrire ou écrire la catastrophe ou comment la catastrophe est traduite dans la littérature. La littérature est le langage du monde, elle traduit ses joies, ses douleurs et ses défaites, nos épopées. Pour en parler, nous aurons avec nous Yves Chemla. Yves Chemla est critique littéraire, docteur de l'Université de la Sorbonne. Il a enseigné à Port-au-Prince entre 1982 et 1984. Il est professeur de français en collège dans la région parisienne. Il a longtemps participé à la formation continue des personnels de l'éducation nationale. Depuis 2010, il enseigne les techniques d'expression à l'Université Paris-Descartes. Il publie également des articles consacrés aux littératures d'Haïti. Il a notamment publié en Haïti, à cette édition, en cheminant avec Louis-Philippe d'Alembert, sur l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert. Il a également dirigé l'ouvrage collectif Le Vieux Vent Caraïbe, basculement et itinéraire du regard merveilleux sous la direction, en fait, avec Émilie Prophète. Donc, c'est un ouvrage, comme vous pouvez le constater, qui a été fait sur Jacques-Stéphane Alexis. Donc, Monsieur Chemla est quelqu'un qui connaît très bien la littérature haïtienne. Alors, nous disons encore une fois, bienvenue à tout le monde, bienvenue à Monsieur Chemla, à qui vous allez pouvoir poser des questions sur le chat. Monsieur Chemla, la parole est à vous. Merci de cette présentation. Je voudrais tout d'abord remercier ces trois éditions. Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement, enfin, qui rendent en tout cas le moment possible. Ce qui est quand même assez étonnant de pouvoir, comme ça, travailler un peu à distance. Je dirais que c'est une des conséquences heureuses, d'une certaine façon, de la dernière pandémie mondiale qui nous a habitués à travailler et à prendre la parole de cette façon-là. Alors, avant toute chose, je ne vais pas faire comme si ce qui écrase et qui terrifie en ce moment à Port-au-Prince et en Haïti n'existait pas. On n'est pas dans un lieu ici complètement détaché de la réalité. Je suis au courant de ce qui se passe. Je lis la presse haïtienne qui est disponible sur le net tous les jours. Et voilà, mais j'en suis au courant à distance. Je sais que savoir ce qui se passe ne change rien à la situation, d'être au courant, que les Haïtiens ont besoin d'action plus que de compassion. On a encore vu des choses qui se sont passées à l'ONU cette nuit, enfin, qui ont été dites, des échanges, etc. Il est patent que l'efficience de cette compassion, elle est nulle et qu'elle confine à l'impuissance. Mais ce n'est pas nouveau. Mais le véritable enjeu ne se limite pas à savoir. Ce qu'on fait de ce savoir est un marqueur. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? Et c'est peut-être plus important qu'on ne le croit. Prendre la parole, la faire circuler, écrire, hein, et dans toute chose, veiller à apprendre. Ce sont, je crois, les rares attitudes tenables dans ces situations. Voilà, apprendre, ça c'est essentiel. Et encore une fois, je remercie ces trois éditions de devenir une sorte de centre culturel et à distance, puisque un certain nombre de conférences qui s'y tiennent, on peut les récupérer et les regarder après. Alors, la contribution que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a été déjà présentée une première fois dans un séminaire qui s'intitule « Éthique et mythes de la création », un séminaire sur les mythes en mouvement, qui est organisé et fondé par une enseignante, une universitaire, qui fait un travail absolument remarquable, qui s'appelle Sylvie Dallet. Et ça a été présenté lors d'une séance au mois de septembre. Et l'enjeu, enfin le thème de cette journée de séminaire, c'était créer encore après et avec la catastrophe. Participer à ce séminaire, Aurélie Barjonnet, qui est une enseignante, professeure d'université, et qui a travaillé sur la littérature des petits-enfants de la Shoah.
ce qui est très, très complexe. Quel est leur statut? Ils ne sont pas des témoins, et ils ne sont pas les témoins des témoins. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y avait Sabil Goussoub, qui est un écrivain libanais, mais né à Paris, qui est un journaliste, photographe, qui est l'auteur de Beyrouth sur Seine, qui a fait partie de la première sélection pour le Goncourt. Et Sabil est un ami proche également. Et il y avait Elie Yazbek, qui est professeur, qui dirige l'école doctorale en sciences humaines de l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Parce qu'évidemment, ce dont il était question, c'était la dernière catastrophe à Beyrouth, qui était l'explosion gigantesque au port de nitrate d'ammonium et qui a détruit à peu près la moitié de la ville. Voilà. Mon intervention, évidemment, ne va pas être exhaustive. Ce serait très, très, très prétentieux de traiter en un temps limité de cette notion de catastrophe. Alors, si on regarde de près le sens du mot, même si l'étymologie ne vaut pas comme preuve, on se rend compte que le terme de catastrophe, sur un niveau étymologique, il a un sens qui est paradoxal. Catastrophe, c'est un terme de théâtre au départ, et ça peut désigner une fin qui va être heureuse ou malheureuse, c'est le coup de théâtre. Et puis très très vite, ça devient le dénouement. Et donc ce qui a été lié, attaché, noué et rompu plus ou moins brutalement. Et ça devient progressivement un bouleversement. Au début de l'approche occidentale de l'île, ce que l'on nomme encore trop souvent la découverte, mais ce n'est pas notre vocabulaire ici, je rappelle que c'est d'un génocide dont il s'agit. Colomb aborde en 1492, tout le monde le sait, tout le monde répète à l'envi, en 1508, il ne reste à peu près plus que 60 000 Arawaks. Ils étaient à peu près 3 millions en 1492. Donc c'est allé assez vite. En 1521, ils sont peut-être 5 000. Qui est devenu boucanier, qui était de la tortue, on connaît ses mémoires. Il s'agit d'Oxmelin. Je cite l'histoire de l'expédition des Espagnols, écrite par un Espagnol même, c'est Las Casas, nous apprend qu'ils ont été les premiers chrétiens qui aient découvert et habité ces îles, après en avoir exterminé plusieurs nations d'Indiens. C'est-à-dire qu'on est au courant de la question d'extermination un siècle après. On y trouve encore aujourd'hui, sous quelques rochers, des cavernes voûtées, toutes remplies des ossements de ces peuples massacrés. Cette figure des ossements dans la grotte est récurrente dans la littérature. On connaît ce passage assez célèbre de Gédémézard de l'Orme, qui est le passage de la voûte à Minguette. Et il en parle, c'est comme si c'était le point de départ de toutes les histoires possibles. La catastrophe, c'est évidemment la traite, les conditions de la traite et l'esclavage. L'esclavage en soi est une catastrophe, bien entendu, à la fois dans les exigences de production et dans la bestialité avec laquelle ces exigences sont assénées. Le baron de Vathey, qui est, je rappelle, le secrétaire du roi Henri, a raconté et décrit en partie cette sauvagerie. On a des textes, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Ce n'est pas un roman que j'écris, c'est écrit ceci dans le système colonial dévoilé. C'est publié en 1814, donc 10 ans après l'indépendance. Donc, je reprends, ce n'est point un roman que j'écris. C'est l'exposé des malheurs, des longues souffrances et des supplices inouïs qu'a éprouvé un peuple infortuné pendant des siècles. Mon sang se glace dans mes veines, mon cœur est contristé, je manque de faculté et d'expression pour aborder la tâche que je me suis imposée. Quelle plume il faudrait avoir pour décrire des crimes jusqu'alors inconnus aux humains? Quelles expressions pourrais-je employer pour dépeindre tant d'horreurs? Je n'en connais point. Et donc la question du récit ou de l'écriture ou des mots, de la littérature, est directement posée ici. Point de départ, comment on raconte cette histoire? Je rappelle que cette réticence n'est pas seulement rhétorique. Après les révoltes, les guerres internes complexes, on va pas revenir dessus, après la résistance et la guerre contre l'armée française entre 1801 et 1804, l'indépendance est proclamée dans un pays
il faut toujours le rappeler, ceci. On a tendance à le passer sous silence. Dans un pays détruit, à la population mal en point, et avec la nécessité de créer de toutes pièces toutes les institutions par lesquelles un État existe. Et d'abord, il faut apprendre à lire et à écrire pour fonder une institution liée à la littérature au sens large, trouver les mots. Il faut avoir les mots. Voilà, donc ça c'est quand même un point de départ qu'il ne faut jamais oublier, qu'il ne faut non plus pas passer sous silence. Ensuite, il y a eu quantité de catastrophes, de tremblements de terre, d'ouragans, de pronunciamento et de prises d'armes, de fusillades pour éliminer l'adversaire. Il y a eu la rançon, la dette, et puis il y a l'invasion et l'occupation, à partir de 1826, pardon, et puis il y a l'invasion et l'occupation états-unienne entre 1915 et 1934, qui a eu des conséquences innombrables sur la vie sociale, économique et politique du pays. Un poète et essayiste du temps, je le rappelle, je pense que pendant un certain temps, tout le monde connaissait cette histoire, j'en suis pas sûr, c'est Edmond Laforêt, qui est né en 1876 et qui se suicide en 1915 parce qu'il estime insupportable cette occupation qui scelle quand même la débâcle idéologique et culturelle du pays. Et il se suicide, on connaît l'anecdote, en se noyant dans un bassin de sa maison. Le dictionnaire Larousse a accroché au cou, enchaîné au cou. Et donc, ça serait une litanie que de tenter de remettre en mémoire tous les achoppements à l'édification d'un état de droit. La catastrophe entretient des relations de sens avec le cataclysme, le bouleversement, la débâcle, la détresse, la faillite, le malheur. Voilà, on a ici un ensemble de termes qui sont quand même forts et qu'il ne faut pas nécessairement passer sous silence. Bien souvent, c'est une épreuve et la surmonter, c'est parvenir à reconstruire ou du moins à projeter cette reconstruction. Entre 1957 et 2022, les catastrophes ont été d'une radicalité telle dans le pays que la survie même de l'identité haïtienne a été atteinte. On peut le lire parfois dans la presse et dans certains cris poussés par des poètes ou des écrivains. Alors voilà, je vais avoir 2 temps dans cette conférence. Un premier temps très rapide qui concerne le temps que je vais appeler le temps du Duvalier, et je reprends l'expression de Leslie Jean-Robert Péan à propos de l'ensauvagement. Et puis le deuxième temps va être plus long, c'est la question de la montagne effondrée. Et effectivement, la question de ce qui se passe avec l'effondrement cataclysmique du séisme. Alors, pour le temps du Duvalier, la maison du Duvalier, on sait que cette présidence de Duvalier, de François Duvalier, est rapidement marquée des signes négatifs de la catastrophe. Et dans un ouvrage récent, remarquable, Gérard Raubourg, dans ce livre qui s'intitule « Le fascisme mystique du docteur François Duvalier en Haïti », ça a été publié en 2021, c'est un gros ouvrage. Et Gérard Raubourg, qui a vécu cette période-là à partir de 1957, avec ses amis, Louis d'Olivier, etc., a montré combien cette radicalité duvalieriste a modifié en profondeur la description sociale par des massacres, par la destruction des forces vives du pays. Les massacres ont été accentués, on l'oublie, on ne sait pas trop à l'extérieur, par la disparition de milliers de personnes dont les lieux de sépulture ne seront jamais connus. Et je rappelle, tout le monde le sait, mais c'est important, cette année 2022 est celle de la célébration du centenaire de l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis, qui a disparu en 1961 et dont on n'a jamais retrouvé les cendres. Et on ne les retrouvera jamais. En 2012, j'avais écrit un papier, donc il est cité là, et puis je l'ai cité dans mes bibliographies, on peut le retrouver, puisqu'il est maintenant disponible sur Internet. J'avais écrit un papier dans la revue de la responsabilité de protéger, un truc de l'ONU et du Canada. Et j'avais montré comment François Duvalier lui-même a saturé l'édition en Haïti entre 57 et 71. Parce qu'il a beaucoup publié, beaucoup fait publier, et il y a un effet de saturation qui fait qu'une partie des publications autres sont souvent passées sous silence ou n'ont pas de numéro d'ISBN, ne sont pas passées par la Bibliothèque nationale.
je parle des publications internes en Haïti. Hein, il faudrait faire un relevé un peu plus précis que celui que j'ai fait sur Internet. Et puis les intellectuels et les écrivains exilés se sont installés à l'étranger. Il a fallu du temps pour eux, pour produire. Je me souviens de conversations avec Émile Olivier, qui a disparu il y a quelques années maintenant. Et Émile me disait, il faut se rendre compte, on avait commencé un peu à publier quand on était à Port-au-Prince, quand on était étudiant à l'école normale supérieure. Mais ensuite, il a fallu qu'on s'installe, il a fallu qu'on reprenne nos marques, il a fallu qu'on apprenne nos métiers, etc. Et effectivement, Émile s'était retrouvé comme enseignant au Québec, à Chicoutimi, et ça n'avait pas été très simple, même s'il en parle avec une relative, une relative distance. Mais ça, c'était Émile Olivier. Gérard Aubourg, lui, s'est retrouvé en France, et les conditions d'accueil en France n'étaient pas les mêmes, je ne vais pas insister dessus. Mais même chose, il a fallu du temps pour qu'ils s'installent. Et c'est eux qui, à partir du moment où ils étaient installés, ont accueilli littéralement les jeunes gens qui étaient exilés ou qui quittaient le pays lorsque le fils de François Duvalier était au pouvoir, lorsque Jean-Claude Duvalier était au pouvoir. Et lors d'une conversation où j'étais présent, il y avait Anthony Phelps, il y avait Émile Olivier, il y avait Dany Laferrière. Et Dany rappelait que quand il était arrivé à Montréal, eh bien, tous les dimanches, il allait se remplumer, il allait manger, il allait déjeuner chez les Olivier qui accueillaient comme ça ces jeunes gens. Donc, ça veut dire aussi que c'est un temps dans lequel les effets de solidarité ont été relativement importants et que les gens suivaient les choses. Quand on regarde les publications qui ont été faites par l'équivalent, les prédécesseurs du syndicat à Montréal, on voit bien que ces effets-là sont extrêmement importants. Alors, les œuvres littéraires se sont diversifiées en fonction de leur lieu d'écriture, je le disais, en France ou au Québec. C'est plutôt au Québec qu'on a eu une production qui était importante, et au Québec, à Montréal. Il y avait certains grands devanciers. Je rappelle, par exemple, la présence de quelqu'un extrêmement important qui est disparu en 2017, qui était Maximilien Laroche, et qui a lui aussi permis de recréer un réseau au Québec. Mais lui, il était au Québec, à Laval, il n'était pas à Montréal. Voilà. En même temps, ces écrivains haïtiens sont arrivés au moment de la Révolution tranquille au Québec. Et cette décision des Québécois, de la société québécoise, de refonder un espace géographique étayé par des considérations liées à la construction de la modernité. Ce n'était pas très simple et c'est que les bouleversements ont été extrêmement importants, décisifs au Québec. Les ouvrages de Gérard Étienne, par exemple, d'Émile Olivier, montrent un ancrage puissant à la fois en Haïti et au Québec, encore. Voilà. On est dans les deux espaces, mais avec déjà cette transformation. Même chose, Émile me disait, au début, on est arrivé, quand on s'est installé, on ne s'est pas installé, on était là pour 3 ans. Et puis, ça a vite passé. Et puis, Émile me disait, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Montréal. Okay, il y a quelque chose qui a été modifié. Donc là, la catastrophe, d'une certaine façon, si on poursuit sur quelque chose qui est quand même une métaphore, en l'occurrence, la catastrophe de l'impact des politiques de François Duvalier et de ses sbires, a été une espèce de renouvellement, de changement. Il y a un moment, il y a un moment où ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus québécois. Et c'est la fameuse boutade d'Émile Olivier qui disait « Je suis québécois le jour et haïtien la nuit ». Okay. Voilà. Et puis les choses ont changé. Parce que je rappelle qu'en 1985, il y a quand même un ouvrage qui est relativement important,
qui est Manhattan Blues de Jean-Claude Charles, et qui marque la rupture avec un ancrage haïtien décisif. Dans Manhattan Blues, on est dans des effets de circulation. 1984, tant que je m'en souvienne, c'est la publication de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, dans lequel je rappelle que Haïti n'est jamais nommé dans ce premier roman de Dany Laferrière, pour plein de raisons, je ne rentre pas dedans. Mais voilà, on est dans un autre espace. Dany Laferrière revient, en tout cas dans la thématique de ses œuvres en Haïti, après avoir installé cette fondation-là au Québec, il me semble. Et je pense que désormais, on assiste à une relative déterritorialisation de la littérature contemporaine haïtienne. Et puis, nombreux sont les auteurs qui circulent. Et certains ne sont plus jamais rentrés en Haïti. Ils étaient déjà partis auparavant. Je pense à René Despestre, qui a fait une apparition quelques années en Haïti, mais qui n'est jamais revenu, qui ne s'est jamais réinstallé. Je pense à quelqu'un comme Anthony Phelps, qui a essayé, mais ça n'a pas été possible. Mais beaucoup d'écrivains vivent en Haïti. Et je préciserai quand même que très souvent, les œuvres ont une tonalité plutôt dysphorique. Je pense à Ketli Mars, à Yannick Lahens, à Émilie Prophète, à Gary Victor, Lionel Trouillot, par exemple, mais il y en a d'autres. Ceux-ci sur lesquels j'ai plutôt pas mal travaillé. La tonalité générale n'est pas joyeuse. On n'est pas nécessairement dans le roman carnavalesque et dans la joie du carnaval. Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a toujours quelque chose qui vient, me semble-t-il. Deuxième partie, qui va être la plus longue de mon exposé, c'est la question de l'effondrement de la montagne. Le séisme de 2010, je ne vais pas vous l'apprendre, chers amis, a littéralement éventré la population de Port-au-Prince. Si le nombre des victimes est approximatif, il est quand même très élevé, terriblement élevé. Et je vais revenir sur des choses qui sont, je pense, pénibles, mais qu'on a vu, les cadavres allongés par milliers sur les trottoirs. Ça, c'est la catastrophe. Souvent en pièces, charriés puis jetés dans les fosses communes à Titania. L'absence d'état civil, en raison de la défaillance publique quand même. Ça, c'est une des choses extrêmement graves, qu'il n'y ait pas d'état civil digne de ce nom. Les secours qui agissent sans contrôle, il faudra un jour le dire, pas seulement dans les fictions. Les amputations accomplies dans l'urgence, et parfois en dépit d'un certain nombre de diagnostics qui auraient permis de les limiter. Le déferlement des organisations non gouvernementales qui s'arrogent un droit de régence sur le pays, ça, je l'ai vu, j'ai été sidéré. Les familles dispersées, la survie dans des camps provisoires qui s'éternisent et dans des conditions de grande précarité et de dangerosité extrême pour les plus faibles, l'installation d'une saison sans fin d'anomie. Alors évidemment, le rapport à l'esthétique et à l'esthétique romanesque, il est évidemment très âpre et il est forcément dysphorique. Et évidemment, le contraire serait obscène, pour plusieurs raisons, dont la première serait que les personnages représentés ne pourraient avoir de contrôle sur les modalités de leur représentation. Les écrivains, cependant, les écrivains et les poètes, pardon, je ne veux pas les oublier, les dramaturges, les personnalités du théâtre non plus, ont rapidement conscience que leur tâche est tout à la fois de témoigner, d'honorer et de mettre en projet un monde meilleur. Je me souviens de tous ces textes qui étaient sortis et qui nous parlaient sans arrêt, soit de refondation, soit de changer les choses. C'est une tâche ardue et qui exige décence, hauteur de vue, mais aussi regard posé au ras de la réalité.
Le rat de la réalité, c'est les autres qui sont souffrants et miséreux, évidemment. Et c'est toujours très délicat de prendre la parole pour les autres. Si plusieurs textes sont écrits et publiés à chaud, dans une volonté testimoniale et de défense d'une population haïtienne sur laquelle de nombreuses instances ont jeté un regard dont le spectre allait, vous vous en souvenez, de la condescendance au mépris. Je rappelle cet épisode le lendemain du séisme. On est venu me chercher pour me faire parler à France 24. Et là, la tonalité de l'entretien, c'était immédiatement ouais, si ça va si mal, si les secours vont si mal, c'est en raison de la dictature en Haïti. Mais quelle dictature? Enfin, quelle dictature? Vous voulez qu'on parle de cette histoire? Commençons en 1826 par la dette. Moi, j'ai dit ça à France 24. Et là, ils étaient un peu désarçonnés parce qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà, personne n'était au courant à ce moment-là. Et c'est ces histoires-là qui ont été ramenées. Je crois que ce n'est pas tout à fait un hasard si justement, c'est il y a peu de temps qu'un certain nombre de chercheurs et d'auteurs ont réussi à exhumer le rapport Mako. Je dirais simplement quelqu'un qui l'a trouvé dans une vente aux enchères et qui ont fait la publication de cet ouvrage assez extraordinaire qui est le rapport Mako et avec un appareillage de texte très intéressant. Dans un ouvrage récent qui rend hommage à Maximilien Laroche, universitaire qui, je le disais il y a un instant, est mort en 2017, une chercheuse, Alicia Vignoli, a mené une étude très intéressante des textes écrits après le séisme de 2010. Elle montre comment les textes publiés remettent en cause les stéréotypes courants publiés sur Haïti et que les écrivains, je la cite, le plus souvent, ont pu transcender le contexte haïtien du drame et lui donner une dimension transnationale et transculturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont mis le drame du séisme en perspective, alors il y a quelque chose d'autre qui est arrivé du point de vue de la signification de l'événement, en sortant du discours qui était assez ahurissant sur la malédiction, etc., sur lesquels je ne vais pas travailler. Dany Laferrière a écrit en un temps record et publie très rapidement Tout bouge autour de moi, qui a été un ouvrage qui a fait le tour du monde, dans lequel il crée une narration des événements qui est devenue depuis une sorte de, je dirais, de vulgate. C'est-à-dire que bien souvent, quand les gens racontent le séisme de l'extérieur, je suis bien d'accord, eh bien, on reprend les mots et les descriptions et le récit de Dany Laferrière. Et il rappelle surtout dans cet ouvrage que la tragédie générale est une somme de tragédies individuelles. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la question du séisme et le relevé, le comptage des victimes, ça ne dit rien de la réalité de ce que les gens ont vécu. Et là, il montre des gens, il parle, il fait parler des gens, il retranscrit leurs paroles. Il engage dans le même temps toute l'image d'Haïti. D'autres textes vont se saisir de cet événement. Dans Faille, Yannick Lahin s'interroge la possibilité du roman en cours d'écriture. Faille, qu'elle a publié après, elle était en train d'écrire un roman quand le séisme a eu lieu. Et ce roman va être publié, je crois, en 2013. Et c'est un roman qui a un épilogue très, très particulier, parce que le roman, c'est Guillaume et Nathalie, racontent une rencontre amoureuse avec un érotisme appuyé. Et justement, ce roman va montrer la destruction à l'œuvre dans toute son obscénité. Donc, on a eu un changement évidemment complet de perspective. Nous étions en décembre 2009. Le 12 janvier 2010, donc on va supposer qu'à ce moment-là, Guillaume et Nathalie vivent ensemble, à 16h53, dans un crépuscule qui cherchait déjà ses couleurs de fin et de commencement,
Port-au-Prince a été chevauché moins de 40 secondes par un de ces dieux dont on dit qu'il se repaisse de chair et de sang. Chevauché sauvagement avant de s'écrouler, cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Dans Impasse dignité, Emily Prophète raconte l'existence de gens de peu, voire de très peu. La dernière page montre les personnages tentant de se repérer dans des lieux pourtant familiers, mais qui ont disparu dans la ravine. Voilà, à hauteur de regard de gens de peu, Mackenzie Orsel, lui aussi, construit une fiction évoquant une disparition, qui est à l'image de celle des prostituées de la Grande Rue de Port-au-Prince, ensevelies dans les immeubles effondrés. Louis-Philippe d'Alembert, dans Ballade d'un amour inachevé, a produit un roman âpre et sensuel, violent et prenant l'actualité à témoin, qui, par le procédé du déplacement, réussit la gageure de remettre au centre de l'exigence de la fiction et à se détacher du pathos. Ça, c'est très important de conserver cette exigence de fiction. Mais en même temps, effectivement, le pathos, c'est souvent du côté du voyeurisme. Et tous ces écrivains l'ont contourné de façon très sûre, pas seulement habile, c'est pas seulement une histoire de procédé, c'est une histoire d'éthique, littéralement. Ok, et ça, c'est très, 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 très important. On se souvient que d'Alembert déplace complètement les séismes et il met le séisme de Port-au-Prince avant celui de l'Aquila, où il est allé prêter main forte, secours à ses beaux-parents. Donc lui, la même année, il a vécu 2 séismes. Mais dans le roman, le séisme de Port-au-Prince, il est évacué longtemps avant, longtemps avant. Et donc là, il y a effectivement une distance et il y a un moteur de fiction qui est très intéressant. Donc ces textes sont assez nombreux qui refusent le silence inéluctable et qui parviennent à mettre des mots sur l'innommable, qui donc n'est plus innommable. Et ça devient une des composantes majeures de l'être au monde haïtien. À un niveau vulgaire, on dirait que c'est devenu que ça a été un stéréotype un temps de littérature haïtienne. Mais il faut très vite nuancer cette appréciation, parce que quand on parle de stéréotype, en général, le mot est assez négatif. Là, ce n'est pas du tout un aspect négatif, mais c'est quelque chose qui fait que la littérature s'empare d'un sujet d'actualité et est capable d'écrire sur ce sujet. Voilà. Et là, je vais m'arrêter plutôt et pendant un certain temps sur un roman unique chez son auteur, qui s'est donné la langue de l'après, de la survie, la langue de la déraison, comme objet. Il s'agit de Corps mêlés de Marvin Victor, qui a été publié dans l'année du séisme. Et comme la plupart des écrivains haïtiens en exercice, il a été invité au Salon du Livre de Paris en 2011. Alors, je vais m'arrêter un moment sur ce roman parce qu'il me semble poser toute une série de questions qui sont extrêmement importantes. Bon, Marvin Victor est plutôt un homme de cinéma. Il était en relation avec une de ses amies proches au téléphone quand tout d'un coup la communication s'est arrêtée parce que le tremblement de terre a eu lieu et l'horreur s'est produite. Rescapée du séisme de janvier, je vous rappelle un peu les éléments de la fiction, Ursula Fanon, âgée de 45 ans, a retiré le corps de sa fille des ruines de leur appartement. Elle-même a été blessée à la tête. Je cite. Dans la tiédeur de cette fin d'après-midi de janvier, elle part frapper à la porte d'un amour de jeunesse, Simon Madère, devenu photographe, et qu'elle n'a pas rencontré depuis qu'elle a quitté le village natal de Bédéen, qui est dans une région particulièrement déshéritée du nord-ouest d'Haïti. Et alors, il y a beaucoup de peut-être dans cette histoire. Cet homme, Simon Madère, est peut-être le père de la fille qu'Ursula n'a pas pu ni vraiment su élever.
Il habite un appartement aménagé dans un immeuble conçu pour résister au séisme. Et depuis les hauteurs, une sorte de zone franche que la mort n'atteignait pas, hormis les nouvelles de celle d'autrui, dit le texte. Et tous les deux, ils semblent veiller la ville effondrée, alors que tout est autour d'eux paysage de désolation depuis cet îlot qui ressemble presque à une tanière, cet appartement. Et Ursula affirme qu'elle voudrait parler. Alors ils boivent du rhum et du café, ils fument sans arrêt. Parfois, s'il part en reportage, elle l'attend, il revient, ils boivent, ils fument. 4 bouteilles de 3 étoiles et une cinquième à peine entamée. Les insectes, les blattes, les moustiques infestent l'appartement qui ressemble à une sorte de huis clos dans lequel Ursula remâche, faute de pouvoir s'alimenter, ils n'ont rien à manger, son histoire, l'enfance à baie de haine, les fuites de sa mort, la fuite de sa mère, pardon, la mort de sa mère, la vie avec ses grands-parents et sa marraine, son indépendance précaire, ses jeux avec Simon, les lectures dans la bibliothèque d'un curé, le père Condé. Mais tout ce qui est raconté est par la pensée d'Ursula. En fait, rien n'est vraiment avéré dans cette histoire, ni les retours sur l'enfance, ni le récit du présent. Et c'est le lecteur qui finit par être complètement désorienté, malgré le luxe de précision géographique. Le rapport au temps, en revanche, est plus que déroutant. D'une certaine façon, le séisme semble projeté dans un autre temps, lointain, et que se remémorer une vieille timbrée. C'est exactement ça. Elle est à moitié dingue. Plus tard, à cette époque, ce sont des mots qui reviennent sans arrêt et qui est en fait l'époque du séisme. Et donc l'emploi du futur pour désigner le moment de la narration, ça brouille complètement les pistes. Raconter un événement, raconter un roman au futur, c'est une sacrée gageure. Et Ursula distingue les moments du passé. En revanche, son propre présent, il est complètement effondré. Elle n'a plus de présent. Et c'est une langue assez étrange qui maintient à distance de l'émotion, et dont la rigueur de la reconstruction retranscrit le raffinement et la subtilité des mouvements intérieurs, comme de l'image. Face à un désastre généralisé, la langue est peut-être la seule entité à pouvoir résister, la seule instance. Le fait qu'elle porte en elle l'improbable et qu'elle parvienne à lui donner épaisseur n'est pas le moindre paradoxe ouvert par cette parole vaine au regard du lecteur qui comprend peu à peu que la pauvre Ursula, elle déparle, littéralement. Des séquences reviennent régulièrement dans ses pensées, qui sont comme des tremplins qui relancent la parole intérieure, et le signe sans arrêt de cette déraison. Les dieux, les saints et les anges, par exemple, ça revient régulièrement comme un leitmotiv, invoqué d'une façon qui confine à la dérision. Les petits vieux vicieux et narcotrafiquants à qui sa fille vendait son corps, sa robe de cretonne piquetée de fleurs d'hibiscus qu'elle portait le jour de sa fuite de Bédouin et que Simon n'aura pas vu car il aura renoncé, lui, à ce départ, plus de 30 ans auparavant. Ursula est ancrée dans des mots qui s'imposent à elle. Et finalement, il serait malaisé ou surtout malencontreux de raconter l'histoire pensée par Ursula Fanon, tant c'est dans chaque mot qu'un monde contrasté s'ébroue et se lève. Face à face, Simon et Ursula s'observent, comme condamnés à traverser la nuit, dans l'alcool et la fumée, mais tous les deux à jamais retranchés derrière, je cite Ursula, notre mur de silence, qui, croyais-je, valait résolument mieux que les mots, car ils parlent que très peu. C'est depuis l'intérieur qu'Ursula déparle. Ce n'est pas tant ce qu'elle dit à Simon, mais bien ce qu'elle aurait pu dire, ce qu'elle aurait souhaité lui dire, ou pas, peut-être qu'elle ne lui dit pas, qui trame le roman. Mais ça, on s'en rend compte peu à peu. C'est un roman tissé d'une parole complètement vaine, mais qui se départit absolument pas d'une exigence de vérité et d'une exigence irréductible à la multiplication des récits que l'on peut proférer. La vérité, dit-elle, n'attend pas que le sens de la réalité ou la qualité de ce qui est supposé être vrai. La vérité, c'est une femme nue. Les plaintes, les hurlements, les odeurs fétides qui montent des ruines vers leur poste de vigie accentuent encore cette qualité.
Et c'est cette présence qui soigne les mots d'Ursula. Les premières phrases de chacun des 12 chapitres qui composent le roman relancent ainsi cette danse folle, cette danse macabre qui la secoue. Tandis que Simon ne bouge pas, c'est l'immobilité même. Leurs seuls ébats, racontés depuis le temps de l'adolescence, puis là, dans la salle de bain de l'appartement, mais on n'en est absolument pas sûr, s'apparentent à des moments de solitude à peine partagés. D'une certaine façon, Simon est bien dans ce roman la figure même d'un lecteur qui reçoit ce texte halluciné et qui tente de reconstituer, lui aussi intérieurement les replis de ce désastre. Lui aussi se demande ce que cette figure féminine d'une Haïti, je précise, Haïti est un mot masculin, mais ici, il devient féminin, une Haïti en loques et nue sur sa robe, peut bien avoir à lui dire, et qui reste prostrée dans son éloignement. C'est exactement ce que met en scène l'auteur dans ce texte, c'est effectivement la métaphore de cette relation entre un lecteur qui lit un texte qui raconte le séisme, et puis cette figure qui est une sorte de prosopopée, de personnification d'Haïti, qui est là complètement dépouillée, qui est en miettes. Toute île est un asile de fous, de mégalomanes et de schizophrènes en cavale, affirme un personnage qui est suscité par Ursula. Et c'est bien de cette déraison généralisée que s'enlève le discours intérieur de cette narratrice, qui aurait tôt quitté l'école pour se déprendre de la reconduction de la médiocrité inhérente à l'éducation à destination des pauvres. C'est elle qui le dit. Aucun de ces enseignements ou de ces textes à trous qui répètent inlassablement une épopée en voie d'extinction ne peut sauver une île plongée dans sa mer de sang et de merde. C'est le sang qui s'échappe, qui s'épanche des corps, qui revient lui aussi comme un leitmotiv, sang de la naissance difficile d'Ursula dans la mer, ou à l'inverse du personnage d'une amie d'enfance, Madame Porgnol, dont l'existence n'est racontée qu'affectée d'une suite de fausses couches et de rigoles de sang suintant au travers du taffetas de ses magnifiques robes de haute couture, aucun fœtus ne voulant plus s'accrocher à son ventre. Sang et jeunes femmes enfermées dans la pension pour filles impudiques, où se retrouve Ursula un temps, dont les règles se déclenchent toujours en même temps, alors que précisément, elles ont récusé les lois de la socialité par la violence et le meurtre. Ce sont des jeunes femmes en colère. Et précisément, ce flot devient une figure du temps sacré. Leur jour de sang, disait Adeline, comme d'autres évoqueraient le mercredi décembre, ou mardi gras, ou le vendredi saint. Et de cette entrée dans le sacré, Ursula prend en charge les moments les plus hyperboliques. À la fois, elle implore, je cite, le ciel pour que cette mer rouge, suintant de leurs cuisses, les noie toutes, et que de cette noyade, elle soit la seule survivante. Mais aussi, elle se présente elle-même comme la figure christique, une fille nue, debout face à sa croix, je cite, sur laquelle elle était prête à grimper de son propre chef, à se faire ridiculiser, couronner d'épines et asperger de vinaigre et de crachat. C'est peu dire que la double postulation haïtienne est ici rappelée. La sortie de l'esclavage est la figure sans doute universelle du paroxysme tragique. Et c'est du récit improbable de ce qui a rendu possible les deux termes de cette histoire qu'Ursula pense les mots. Quant à son sort dans la réalité, il devient la métaphore de toutes les exploitations. J'en avais rien à cirer d'être à la fois une bonne, une revenante et une amante. Une trinité douteuse, les trois réunis en une seule et unique personne, dont la méfiance friserait celle qu'on voit aux filles nées trop près des bêtes et des proverbes, et qui s'avancent vers autrui sur un fond d'indolence pathétique, les paupières baissées, lourdes de tristesse et de larmes en tenue. Peut-être que ça, c'est le visage d'Haïti qu'il importe de regarder. Sinon, tout lecteur se retrouve dans la même posture figée que celle de son interlocuteur. Non, sinon, Simon ne chercha pas à connaître mon histoire. Il ne demeure plus de traces des êtres, personne n'interroge vraiment celles et ceux qui reviennent de l'outre-monde. Pourtant, le texte de Marine Victor est tissé de références à la littérature, au théâtre, j'en ai pas parlé de ça, il y a la symbolique des Haïtiens. Les noms des personnages ne sont pas gratuits et il n'est pas jusqu'à tel peintre peu connu et
malheureusement suicidé. Manès des collines, par exemple, sur lequel Michel Monin a écrit un très beau livre il y a quelques années, qui reparaissent dans la narration. Manès des collines intervient dans cette histoire. Du séisme de Port-au-Prince, Marvin Victor a réussi à se distancer. Trop de douleur dans l'intime et une passion souvent déconsidérée. La pudeur retiennent le pur récit. Corps mêlé est tout entier dans le creux de ce qui pourrait faire figure de double contrainte. Ne pas affirmer, car ce serait alors céder à la pression du stéréotype qui guette la réitération littéraire, et ne pas occulter ce qu'il retient, sous peine de transformer l'innommable en valorisation de la posture de l'écrivain. C'est ça qui est compliqué. S'ajoute à cette double exigence le danger pour l'écrivain de ne pas parvenir à célébrer le désir du renouveau. Ursula Fanon, celle qui déparle, semble saturée par ces mots toute tentative de conférer sens à l'événement. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison à quoi s'accrocher. Corps mêlé, c'est avant la naissance, dans et par la sensualité et dans la mort. C'est sans doute cela qu'Ursula répète avec insistance. Pour parvenir à vivre, il faut se séparer, se retrancher, prendre ses distances. Voilà. Voilà, c'est un peu l'histoire de Guédé. C'est la période. Voilà, j'en arrive à ma conclusion qui sera extrêmement rapide. Ça fait longtemps que je parle. Voici au terme de ce rapide parcours une conclusion plutôt pessimiste, c'est différent. Tout ce qui rapproche et étreint peut étouffer et faire basculer dans la confusion. Mais qui s'écarte prend alors le risque de la désorientation. Ceux qui acceptent de demeurer deviennent à leur insu les otages des guédés, ces esprits nocturnes qui justement étendent leur emprise sur la naissance, la sexualité et la mort. Être désorienté est aussi la condition préalable à la décision de s'engager dans une direction nouvelle, qui permet de faire rupture avec tout ce qui justement repousse l'être dans ses propres marges, souvent assez fangeuses. Depuis le sensation bar, auquel semble répondre dispersion bar du roman de Marvin Victor, la Niña Estrellita de l'espace d'un ciment de Jacques-Stéphane Alexis avait retrouvé justement son Orient. Rappelons-nous, elle vient comme El Caucho de la ville d'Oriente. Ce n'est pas un hasard. Le nomastique, elle est fondamentale dans ce roman. Elle avait retrouvé son Orient depuis le corps d'El Caucho et avait alors quitté l'homme aimé, perdu et retrouvé. Il lui fallait en quelque sorte désorienter la désorientation. Ursula Fanon y parvient par ces mots, mais rarement aussi n'a été autant confirmé que dans les écritures haïtiennes, c'est souvent d'arrachement qu'il est question. À Bédouène, son village natal, et plus largement en Haïti, gouverné par des bandes armées, il n'y a plus guère de rosée à tenter de gouverner. Et donc la vraie question qu'on peut se poser après tout ça, c'est quels sont alors les possibles dignes d'être réinventés. Voilà, j'espère ne pas vous avoir fatigué avec mes divagations. Je vous remercie de votre attention. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. Exposé. Et il y a une question sur le chat Oui, à propos du roman de de Laurent Laurent Godet, Gaudé. avec Danser C'est les raison. ombres. J'ai un souvenir un peu lointain du roman de Laurent Godet, mais effectivement, la question qui est posée sans arrêt autour de la question de la pudeur, etc., un certain nombre d'écrivains français, des amis d'écrivains haïtiens, je ne veux pas dire des amis d'Haïti, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais des amis d'écrivains haïtiens se sont posés ce type de questions. Et Laurent Godet a fait ça, a écrit son texte avec beaucoup de mesures et en tentant de reprendre un certain nombre de fondamentaux des cultures haïtiennes ou de ce qu'on peut en retenir quand on est à l'extérieur. Il ne faut jamais perdre de vue cette histoire entre parcourir
les cultures haïtiennes, parce que je pense que c'est un pluriel, quand on est en Haïti et on entend parler à l'extérieur, il y a toujours de sombres différences. Et ce n'est pas un voyage en Haïti qui permet de le résoudre, enfin, c'est pas de connaître. Et en même temps, je ne pense pas que la relation de connaissance soit la relation fondamentale. Je pense que c'est d'abord regarder le visage de quelqu'un avant de chercher à le connaître, qui me paraît le plus important. Et connaître, c'est rien du tout, d'une certaine façon, si on ne se pose pas la question de savoir ce qu'on fait de cette connaissance. Toujours. Ça, c'est indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il y a d'autres questions, vous pouvez faire le petit signe de la main sur le chat et donc, nous allons vous donner la parole. Donc, il y a une question au Centre culturel La Marante. Je dis bonjour. Je suis télémécanicienne. Vous m'entendez? Oui, ça va. OK. Et je dis bonjour, je suis télémécanicienne et étudiant en histoire et géographie à l'Université publique de la Tibonite-Togonaïve, UPAG. Et je remercie monsieur le conférencier pour l'exposé. Bon, avant ma question, j'ai je dirais, c'est quelques opinions, bon, je ne sais pas, et concernant quelques approches. Et vous avez parlé de catastrophes en littérature, comment ça se traduit, surtout dans la littérature haïtienne. Vous avez mentionné pas mal d'ouvrages. Bon, je suis d'accord. Mais avant ma question, est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas, de différents catastrophes? Et oui, les séismes, et pas de problème, les séismes. En tant que géographe, le séisme peut transformer en catastrophe. C'est après les constats et ça se voit. Mais, par exemple, si nous prenons par exemple la période de 1789 en France, la Révolution française, face à cette société inégalitaire que la France faisait face à cette époque, on peut parler comme de catastrophe. Et Rousseau, Montesquieu, Voltaire a écrit quand même sur cette société française de casse et de classe. Ça, c'est une sorte de catastrophe. C'est pas un peu physique comme le séisme, comme les cyclones ou bien comme les bonnes armées qui ravagent le pays actuellement, mais ça, c'est une sorte de catastrophe. Bon, ma question, c'est, peut-on parler de littérature sans catastrophe? C'est ça ma question. Parce que si on peut dire que la littérature, c'est l'expression d'une société, mais peut-on parler de littérature sans catastrophe? Parce que c'est ça, comme si. Et chaque période, il y a des événements. Et à partir de ces événements, les écrivains qui appartenaient à cette période ont quand même des possibilités pour écrire pour les générations, je sais pas, à venir. C'est ça ma question. Peut-on parler de littérature sans catastrophe? Et bon, cette littérature immédiate ou bien dans quelques années à venir, bon, je ne sais pas trop, mais peut-on parler de littérature sans les catastrophes? Merci. Merci pour votre question. Elle est très, très, très juste. Alors, je ne me permets pas de répondre comme ça d'un coup, oui ou non, mais je vais essayer de remonter en arrière. Parce que votre exemple du changement de société au moment de la Révolution, il est intéressant. Le mot révolution, ça désigne le fait qu'il y a quelque chose qui a tourné. On parle de la révolution de la Terre autour du Soleil. La révolution, c'est remettre, alors qu'on marche sur la tête, c'est se remettre à marcher sur les pieds. Donc ça, c'est une chose. Donc, je fais la différence très très nette avec la catastrophe. Il est probable, il est même certain que pour la société aristocratique française, dans sa grande majorité, la Révolution française aura été une catastrophe. Ils ont perdu des biens, ils ont perdu de la famille, etc., etc.
Maintenant, si vous lisez Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand, avec le temps qui a passé et avec cette vue qu'il a, cette mise en perspective, il a un propos un peu plus mesuré. Alors effectivement, c'est un moment de dénouement, de fin et de commencement de quelque chose d'autre. Mais moi, je ne vais pas assimiler, si vous me permettez, ça réellement à une catastrophe majeure, dans la mesure où il y a des acteurs qui sont identifiés, où on n'a pas la prolifération, même si pour les aristocrates, beaucoup d'aristocrates, c'est la mise en exercice du mal absolu, et en plus d'un mal athée, hein, puisqu'il y avait aussi ces aspects-là. Mais je vais pas établir de comparaison, si vous voulez, qui me semblerait malvenue, même si, encore une fois, hein, je le répète, il y a effectivement un point de vue catastrophique ou catastrophé sur la Révolution, mais je ne vais pas mettre ça sur le même poids que ce qu'a été, par exemple, l'économie plantationnaire et l'esclavage. Pour moi, là, vous comprenez, il y a une différence de degré et de nature même qui est majeure. Dans un cas, il y a une société qui change. Dans l'autre cas, il y a le refus de faire société. Enfin, c'est même un euphémisme, ce que je dis. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas simplement une histoire de degrés. Voilà. Et donc, peut-on parler de littérature sans impliquer la catastrophe dans la littérature? Je vous laisse répondre, je me défausse. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de grands romans renvoient à cette pression du changement, de la révolution, etc. Il y a des textes fondamentaux, mais de quelle catastrophe peut-il s'agir dans la recherche du temps perdu? Sinon le fait que le, le narrateur attend sa maman pour qu'elle vienne lui dire bonne nuit tous les soirs. Mais c'est autre chose. Ça n'empêche pas de construire une œuvre dont il n'arrête pas de dire qu'il la voit comme une cathédrale. Proust. Donc, voilà, je vais prendre un autre exemple qui va être les romans de Flaubert, par exemple. Okay, c'est difficile, mais il n'y a aucun moment l'impression que c'est une vision qui a autant d'importance sociale que ce qu'a pu être ce dont j'ai parlé aujourd'hui, que ce soit la mort de Madame Bovary ou que ce soit la révolution de 1848 dans l'éducation sentimentale ou le fait que les mercenaires dans le roman historique de Flaubert s'emparent de la ville ou contestent la façon dont ils sont traités par Carthage. Donc, c'est pas dans le même registre. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce pas des romans intéressants, mais on n'est pas dans le même registre. Là, il y a quelque chose qui est d'une puissance. Mais c'est étonnant, hein. Excusez-moi, je ne finis pas ma phrase. Il y a quelque chose qui me paraît étonnant dans cette histoire parce que on est très peu finalement à s'intéresser à cette littérature. C'est comme si elle est considérée comme une littérature de circonstance. Ah, pas du tout. Moi, je crois que c'est fondamental. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec le texte de Marvin Victor, qui est un texte unique. Marvin Victor n'a rien écrit d'autre. Enfin, en tout cas, il n'a rien publié d'autre, que je sache, depuis. Mais il va très, très au fond d'un certain nombre de choses. Okay. Et ce n'est pas du tout le même rapport qu'on a pu avoir dans d'autres littératures. Il y a quelque chose ici qui est important en termes de littérature, sur lesquels voilà, il faut encore mener des recherches, il faut aller dépouiller, il faut aller regarder les textes qui ont été publiés. Moi, je me souviens, les textes publiés dans la presse, hein, il y en avait beaucoup, des poèmes, des textes pareils. Il faut aller voir
les plaquettes, il faut recueillir tout ça maintenant. Parce que c'est un moment important de l'histoire, maintenant, de l'histoire de la littérature haïtienne, au-delà simplement de voilà, ça va au-delà d'un simple moment littéraire. Et c'est de la littérature. Ce sera peut-être la dernière sur le chat de Nixon Calixta. Donc, je Ouais. vous lis. Donc, exigence de fiction, détachement du pathos chez d'Alembert et d'autres. Je vous cite Yves Chemla. Je tiens d'un ami que Cormélé s'élève sur un drame personnel. Le tête-à-tête devenu insoutenable avec une amie, elle-même devenue un corps insoutenable derrière la maison. Donc, pudeur aussi, effort d'éviter le témoignage personnel, de tenir en respect la crudité des choses. Sois sage, ô ma douleur. Donc, vous avez un commentaire? Oui, 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 je suis au courant de cela. Et je n'ai pas mis l'accent là-dessus, je suis resté au niveau du texte. Ce n'est pas à moi de parler, de me permettre de parler du vécu et de la douleur des êtres. Absolument pas. Encore une fois, hein, vous m'avez présenté tout à l'heure comme critique littéraire, on s'était mis d'accord avant. Moi, je travaille sur la littérature. Là, une partie des choses que j'ai présentées, c'était effectivement pour contextualiser un peu ça. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si je n'avais pas évoqué ces choses et que je parle de littérature, de l'effondrement et du séisme, sans insister sur un certain nombre d'aspects autour, ça fait que là, pour le coup, l'idée du stéréotype, elle revient en force. Hein, notre interlocuteur au Centre Amarante précédemment, il a raison de se demander si toute littérature ne possède pas de la catastrophe. Mon seul souci ici, de dire qu'il y a des degrés à la catastrophe, ou peut-être même plus que des degrés, des structures différentes. Je ne mettrai pas à l'origine du texte, mais pas mettre sur le même plan. Encore une fois, je prends deux exemples qui sont... Je prends Alors, un exemple lointain. Je ne vais pas mettre le sort de la délicieuse et de la pauvre Madame Bovary en relation avec ce qu'on écrit dans Cormélé. C'est pas possible. C'est pas oh, possible. Un comparatiste qui ferait ça se ferait lyncher tout de suite. au Voilà, il fait, faut monsieur Calix précise que c'était pour justifier l'exigence de fiction. Oui, oui, tout à fait. C'est pour justifier l'exigence de fiction. C'est-à-dire qu'encore une fois, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai essayé de le dire. J'ai essayé. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment on met un événement pareil, avec un retentissement pareil, comment on en fait une fiction. Et une fiction qui doit être, qui doit toujours tourner, je suis tout à fait d'accord, avec un, comment dire, une perspective éthique et beaucoup de pudeur. Mais en même temps, il faut faire attention parce que de temps en temps, la pudeur, ça finit par jeter un voile sur la réalité. Et c'est là où on risque de retrouver le stéréotype. Donc, encore une fois, il faut être à la fois plongé et à la fois à distance. Okay, c'est ça le travail de l'écrivain. Hein, capable de gérer ce paradoxe qui est extrêmement... C'est de là que procède la littérature. Okay, si je passe mon temps à raconter ma propre existence qui est totalement neutre et totalement inintéressante, je ne vais pas faire œuvre de littérature. Mais quand tout d'un coup, si je raconte la façon dont je survis au séisme, moi, en tant que... C'est juste un témoignage. En revanche, quand je commence à mettre en scène des personnages et que je vois jusqu'au bout leurs possibilités, leurs impossibilités, et que j'essaye de faire entendre aux lecteurs ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qui n'est pas écrit, auquel hors-champ littéralement de ce qui se passe, c'est là où j'arrive sur une œuvre de fiction. Voilà. Et c'est là où j'arrive peut-être à toucher de près une vérité que lorsque
lorsque mon écriture est banale, elle est tissée de lieux communs, ne peut pas atteindre. Okay. C'est pas la question de la croyance ou pas de la croyance, c'est autre chose. La fiction, c'est un terrain très particulier, un peu immatériel. Alors, il y a des règles, il y a des procédés, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui sont très, très difficiles à analyser, qui nous mettent mal à l'aise. C'est ça, le roman de Marvin Victor, mais d'autres aussi, nous mettent très, très mal à l'aise, forcément, parce que leur objectif, c'est pas de raconter des histoires qui vont nous satisfaire. C'est plutôt du texte dysphorique, et il faut que le texte il soit dysphorique partout, y compris dans sa forme. Voilà. Et dans ses effets, ça c'est sûr. Voilà. Je pense par exemple, je vais prendre j'ai terminé par une allusion à Gouverneur de la Rosée, mais pour donner un peu ce que j'en parlerai dans une prochaine conférence sans doute, l'histoire qui est assez étonnante au Gouverneur de la Rosée. Tout Haïtien qui a vécu dans la campagne, il sait que cette histoire est fausse. Cette histoire est une fiction. Ok ? Complètement. Complètement. Le degré de réalité, y compris de la langue, ne fonctionne pas. C'est pas vrai, il n'écrit pas en créole. Romain, il a inventé sa langue. Il y a un essayiste remarquable, M. Costantini, qui l'a bien montré dans un chapitre des œuvres complètes. Ce texte, il est pour nous criant de vérité et il nous renvoie à l'exigence de monter un projet commun, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Mais sinon, vous savez très bien, la plaine du cul-de-sac, à l'époque, elle n'est pas pelée comme le Savane désolé. Il y a de l'eau. Un jeune homme qui revient après 15 ans à aller couper la canne à Cuba et qui prétend ramener l'eau à la communauté villageoise et qui prétend rentrer partout où il le fait, ça marche pas. Ça marche pas. Mais peu importe. C'est pas le réalisme ici qui nous intéresse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le fait qu'on a une splendide histoire et qui montre qu'il est possible de dépasser une réalité qui était terrible dans la montagne ensorcelée, par exemple, du même Jacques Romain. Comment il passe de la montagne ensorcelée à Gouverneur de la Rosée, avec ce texte étrange, intermédiaire, et sur lequel on n'a pas fini de réfléchir, parce qu'on n'a plus le manuscrit. Il y a quelqu'un qui l'a lu, Madame Caroline Foller, elle a eu le manuscrit, depuis il a disparu, qui est le chant du potier. Si quelqu'un, je passe une annonce ici, si quelqu'un a un manuscrit complet du chant du potier, et pas l'édition qui a eu lieu dans les années 80, je suis preneur. Hein. Voilà. Mais c'est ça l'enjeu. Et dans Corps mêlé, on peut très bien supposer qu'il y a quelque chose qui certainement a à voir avec la biographie de Marvin Victor. Oui, c'est vrai, Marvin Victor, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce texte, et puis c'est le silence depuis. Ok, on va supposer qu'effectivement le texte le concerne directement et le touche directement, et qu'il a vécu des choses assez épouvantables. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des choses épouvantables. Je ne dis pas ça pour minimiser, au contraire. Si j'ai fait le choix d'insister sur ce texte dont finalement peu de gens parlent, c'est que je le tiens en très très haute estime, évidemment. Je me suis même battu pour qu'il soit invité au Salon du Livre de Paris, Marvin Victor, qui était totalement inconnu. Voilà. Donc c'est un texte, pour moi, c'est un texte presque matriciel dans cette histoire. Okay, il y a un moment donné où, d'une certaine façon, Franck Etienne a été dans la même perspective avec sa performance. Voilà jusqu'où on peut aller dans le dire de la déraison. C'était après le séisme, ce texte qu'il répétait pendant le séisme. Jusqu'où on peut avoir de l'attachement et du détachement. Quand on écrit, il faut du détachement. On n'écrit pas. Quand on écrit seul. Je vais dire des bêtises, là. Je vais dire de l'évidence. Quand on écrit dans la solitude,
Et alors, c'est peut-être pour rejoindre les autres, mais d'abord, on écrit dans la solitude. Okay, et dans si possible, dans le silence, parce qu'on va s'écouter soi-même. Okay. Et donc, c'est bien ce qui se passe avec le texte de Marvin Victor. Ça, c'est étonnant. Demandez à n'importe quel des écrivains. En général, ils répugnent, vous dire comment ils écrivent et quelles sont leurs techniques, etc. Ils n'aiment pas trop qu'on rentre dans la fabrique, ce que je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est écrire, c'est se mettre à sa table de travail et manger du papier, hein, de l'encre, taper sur sa machine à écrire. Les descriptions que fait Dany de l'exigence pour écrire, il faut arriver à les lire dans ces textes. Dany travaille sur la futilité, mais il donne l'impression de la futilité, parce qu'il écrit pas futile, tout le monde le sait bien. Et l'impression de futilité est le résultat d'un travail avec les mots, avec les phrases, qui est assez important, assez puissant. Voilà, on n'est pas dans une écriture à ras les lieux communs, bien entendu. Voilà. Donc, Marine Victor, pour moi, c'est ça. C'est effectivement, on a cette espèce de chose très, très puissante, très, très forte. Mais pensez, puisque, cher Nixon, Calixte, je prends votre dernière remarque. Effectivement, le silence depuis Cormelet. Mais moi, je vais l'inverser et je vais prendre l'exemple de Jacques Roumain, évidemment. Jacques Roumain qui écrit plein de choses. Il écrit sa vie de dandy quand il revient d'Europe et tout, et les cocktails et les machins. Et puis, peu à peu, il y a une espèce de détachement qui va se faire et on aboutit à ce roman quasiment parfait dans l'équilibre de la fiction, dans l'équilibre des personnages, dans l'équilibre de la nation, qui est Gouverneur de la Rosée. Lui, Jacques Roumain, il y arrive, il ne part pas de là. Mais il avait des choses qu'il avait portées toute sa vie. N'oublions pas que Jacques Roumain était le petit-fils d'un président de la République. Oh, pas très longtemps, président, mais quand même. On n'est pas dans une famille de paysans, pas du tout. On est chez les propriétaires de la plaine du cul-de-sac. Okay, et donc, il y a un moment donné, donc c'est pas la même chose, hein, je ne fais pas du tout une comparaison, j'essaye de trouver, de mettre en place des analogies par rapport à l'acte d'écrire et par rapport à la façon de créer une fiction. Donc lui, il avait des choses dont il devait se débarrasser, qu'il devait déposer. Okay, il a mis sa vie, mais c'est pas très longue sa vie, puisqu'il est mort à 37 ans, Jacques Roumain, à se détacher de ces aspects-là. Et la vie dans la galère, et puis la malaria, et puis le pénitencier, tout ça. Voilà. Alors, Voilà. merci beaucoup. Alors, Monsieur Oui. Chemla, nous vous remercions de cet exposé, donc, qui a été sur le thème d'écrire ou écrire la catastrophe ou comment la catastrophe est traduite dans la littérature, on va dire dans la littérature haïtienne. Alors, vous avez parlé de plusieurs romans et en fait qui ont été écrits autour du séisme du 12 janvier, notamment de Tout bouge autour de moi, Les Immortels de Mackenzie Orsel, les Ballades d'un amour inachevé de Luc d'Alembert et bien sûr de Cormelet, de Marvin Victor. Alors, nous vous remercions et nous remercions et tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette visioconférence. Nous rappelons que vous écrivez des articles sur Haïti, sur la littérature haïtienne et vous avez en fait écrit un livre sur le Philippe d'Alembert qui est disponible à cette édition. C'est En cheminant avec le Philippe d'Alembert et ce livre se vend au prix de 1500 gourdes et est également disponible sur Amazon. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif Le Vieux Vent Caraïbe, basculement et, 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 et itinéraire du réalisme merveilleux et sur Jacques-Stéphane Alexis. Donc, et ce livre également est disponible à cette édition et se vend au prix de 2000 gouttes. Nous vous remercions et peut-être auriez-vous un dernier mot, Monsieur Chemla? Oui, j'ai un dernier mot. Il y a aussi mon livre 30 ans de littérature haïtienne qui est disponible aussi chez C3, qui a été publié chez C3 en 2015.
Voilà, mais bon, ça c'est autre chose. Mais je reviendrai avec très volontiers. En tout cas, je voulais juste remercier votre présence. J'espère que je ne vous ai pas lassé avec mes divagations, comme je disais tout à l'heure, que ce travail vous a agréé, vous a pas choqué, parce que ça c'est toujours la, la précaution que j'essaye d'avoir. Voilà, mais j'ai d'autres conférences en préparation, Donc, si il vous voulez. faut peut-être, vous voudriez vous rappeler les thèmes des prochaines J'ai conférences? quelque chose, j'ai quelque chose autour de justement ce qui s'est passé chez Jacques Roumain. Il y a un très grand étonnement, le fait qu'il a 20 ans, il a, pardon, 18, 19 ans, 20 ans. C'est un sportif, un boxeur, etc. Et 17 ans après, il est mort. Donc, il y a quelque chose qui est très bizarre dans cette représentation du corps, cette représentation du politique. Et je fais le lien avec certaines lignes politiques portées par Jacques Roumain au début de sa vie et dont il va se détacher assez rapidement. Mais c'est quand même quelque chose qui a à voir avec son temps et vraiment son époque. Voilà. Et puis, il y en a une autre, mais qui n'est pas tout à fait terminée. Donc, je connais la plupart des éléments, mais pas tout, qui est la question de qu'est-ce qui s'est passé dans les îles. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas simplement à Saint-Domingue. Qu'est-ce qui s'est passé dans les îles qui ont fait que plus rien n'a été comme avant? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ça se balade. Pour l'instant, je travaille sur la biographie, un peu la personnalité de quelqu'un qui était assez admirable, qui était le chevalier de Saint-Georges. Euh, Ensuite, il y a une partie plutôt consacrée au baron de Vathey, parce que là, j'ai dit très peu de choses sur le baron de Vathey, mais il est un de ceux qui ont fait la première description très précise des sévices infligés aux esclaves. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne les noms des planteurs. Ça, on a oublié aussi. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pratiquement pas de témoignage sur l'esclavage de Saint-Domingue en Haïti. Très peu. En 1804, on n'a plus voulu entendre parler. Il y a quelque chose qui est un genre littéraire qui est très prisé du, euh, euh, en Guadeloupe et en Martinique, par exemple, qui est la plantation. Il n'y en a pas en Haïti. Il n'y en a pas. On ne rentre pas dans la plantation, ou très peu. Je dis, il n'y en a pas, il y en a quelques-uns, mais c'est des petits bouts. C'est jamais un roman ancien qui est consacré. On n'a pas Pluie et vent sur tes lumières miracles, on n'a pas Tigeant de l'horizon, on n'a pas, etc. On n'a pas la maîtresse solitude, qui est un personnage de roman qui est devenu maintenant un personnage référentiel, pardon, en Guadeloupe. Et puis la troisième partie, c'est comment, dans cette sortie de quelque chose, dans la création de quelque chose, comment finalement Jacques Roumain, le premier, je crois, en Haïti, a créé et animé un réseau international. Donc, et ça, c'est spectaculaire. C'est-à-dire qu'avant Jacques Roumain, on a des gens qui ont des amitiés à Paris avec tel ou tel écrivain. En général, des écrivains plutôt conservateurs, plutôt conservateurs. Et avec Jacques Roumain, il y a peu à peu, et en fait assez rapidement, peu à peu, mais assez rapidement, des relations avec, l'espace américain, avec Langston Hughes, avec Nicolas Guillen, avec un certain nombre d'écrivains sur place. Il ne se limite pas en Haïti. Et puis, un réseau alors très, très important avec les écrivains prolétariens en Europe, Aige Sparks, par exemple, qui est un écrivain belge, mais avec les écrivains de gauche. Lui-même, il a publié en France dans des revues du Parti communiste, au Regard, par exemple, et comment il y a un réseau très, très important. Et ce réseau a porté la célébrité à l'extérieur d'Haïti de Compère Général Soleil, puisque très vite, il a été traduit dans plusieurs langues et il a été
il est devenu un texte très connu d'emblée. Ça, c'est exceptionnel. Ça va se renouveler avec Jacques-Stéphane Alexis pour plein de raisons, mais aussi parce que Jacques-Stéphane Alexis, il est dans un réseau et il a compris cette histoire. Il a compris cette histoire et que les écrivains haïtiens actuels, ils savent très bien qu'il faut qu'ils soient dans des réseaux. Vous le voyez, par exemple, quand vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, comment notre ami Mackenzie Orsel montre bien qu'il est dans un réseau. Ok, c'est pas. Alors, il met les articles qui sont consacrés à son chef-d'œuvre, là, mais il montre aussi comment il anime, il participe à des rencontres avec un certain nombre d'écrivains, pas nécessairement les plus connus. Donc, il y a un réseau qui est mis en place. Et ce réseau de Mackenzie Orsel, ça fait longtemps qu'il est installé. Voilà. Dany Laferrière avait fait la même chose, mais il y a beaucoup plus longtemps. Mais auparavant, Fernand Hibert, il n'a pas fait. Voilà. Fernand Hibert, je rappelle, était le beau-père de Jacques Roumain. Et donc, on n'avait pas cette stratégie du réseau. Donc, il y a quelque chose qui s'est modifié et qui a modifié l'institution littéraire. Les gens qui disent qu'il n'y a pas d'institution littéraire en Haïti, excusez-moi, j'ai du soleil, mais je n'ai pas de persienne, se trompent lourdement. Il y a une institution, elle n'est pas aidée ou insuffisamment, mais il y a une institution, et elle a ses règles, elle a ses postures, elle a ses comportements. Voilà. Voilà, donc ça c'est la deuxième conférence que je propose, mais il y en aura d'autres après. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chemla, et merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à Merci à cette vous. visioconférence. Donc, il y aura d'autres rendez-vous, comme vous venez de dire. Et alors, je conseille à tout le monde de s'abonner à cette édition sur les réseaux sociaux afin de pouvoir être informé de ces conférences. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye. Bye.